La situation dans les hôpitaux est difficile pour tous les soignants et certains soignants n'ont jamais été confrontés à cette situation maintenant qui est de catastrophe. Donc je voulais vous donner quelques informations sur justement la notion de médecine de catastrophe. Moi j'ai eu des formations donc, de capacité de médecine de catastrophe, capacité de médecine d'urgence et aussi des diplômes de psychotrauma, de gestion des risques et de contentieux médical. Donc ça me permet un peu d'avoir quelques idées, j'espère les plus claires possibles, pas pour s'inquiéter, mais pour justement travailler au mieux. Ça s'adresse donc aux soignants. J'imagine bien qu'il y a plein de gens qui ne sont pas soignants qui vont écouter ces commentaires. Voilà, mais donc il peut y avoir donc, quelques côtés techniques, mais qui vont vous donner une idée de ce que traversent et de ce que vivent les soignants à l'heure actuelle. Les soignants, on peut les prendre vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'il y a tous les personnels hospitaliers, les personnels des cliniques, les gens dans les pharmacies d'officine, les gens dans les pompes funèbres qui vont être aussi très sollicités avec, on va le voir, des situations compliquées d'obsèques parce qu'elles vont être limitées en nombre de personnes dans le temps. Tout le système préhospitalier, les pompiers, les ambulanciers, il y a aussi donc, tous les personnels des EHPAD qui sont extrêmement sollicités dans toutes les structures fermées. On entend évidemment beaucoup parler des prisons, mais il y a aussi tous les hôpitaux psychiatriques, les EHPAD, voilà, où c'est très difficile. Très difficile, c'est que c'est compliqué parce que tout le monde est un peu dépassé, un peu débordé et les choses vont mettre un peu de temps à se mettre en place. Il y a aussi tous les services, les laboratoires, hospitaliers, des cliniques et les services de radiologie qui sont extrêmement sollicités. Voilà. Alors, pour la médecine de catastrophe, ce qui définit la catastrophe, c'est l'afflux massif de victimes ou de morts. Donc, les grands exemples qu'on a eu récemment, donc, il y avait le Bataclan, l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, le train de la gare de Lyon et une série d'incendies à Paris en 2006. La spécificité du Covid, c'est que justement, ça va être long. Quand on est dans la situation de catastrophe, en fait, il y a une autre mode d'organisation du travail. On va faire au mieux, ça c'est à cause de la catastrophe, puisqu'en fait les sont dépassés. Donc, on ne peut plus faire face à l'afflux de demandes de soins, à l'afflux des victimes. Et l'autre chose, comme c'est de la médecine de catastrophe, il va falloir rester avec de l'humanité. Ça veut dire des ajustements au quotidien, au jour le jour. Ça peut même être parfois heure par heure. Au Bataclan, c'était les évolutions se faisaient heure par heure. Nous, ça va être au jour le jour. Mais donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des changements d'organisation au sein des services, parfois importants, et ça va être en fonction du nombre de victimes ou en fonction de la gravité des victimes qui vont arriver. Donc, ce qui est important, c'est de suivre à la fois le protocole décidé pour la journée, mais aussi savoir être évolutif et éviter l'effet tunnel. Donc il ne faut pas s'enfermer sur une organisation du service, une façon d'accueillir les patients. Donc on a décidé qu'une aile était destinée au Covid, parce qu'il y aura beaucoup d'afflux de patients atteints par le virus du Covid, il faudra peut-être changer complètement et on va basculer sur l'autre aile. Voilà. Ce qui est important, c'est donc de suivre en tout cas le plan qui a été décidé pour la journée. Dans la médecine de catastrophe, il y a un aspect important et qui est difficile, c'est les décalages et ce que j'appelle les décalages et les questions éthiques. Il va y avoir des annonces de diagnostic de Covid. Vu toute l'ambiance générale, le stress mondial, annoncer à quelqu'un qu'il est infecté par le Covid, c'est une mauvaise nouvelle et c'est très difficile. Alors que 98% des personnes vont guérir et qu'on attend la guérison au 14e jour. Mais on sait que pour certaines personnes, c'est extrêmement dangereux. Les personnes qui sont âgées et les personnes qui ont des pathologies déjà sous-jacentes, genre cancer, hypertension, problèmes cardio-respiratoires. Donc pour ces gens-là, le Covid est très dangereux. Annoncer donc à quelqu'un qui est avec des grands facteurs de risque éventuellement, mais même en fait on voit même avec des jeunes qui n'ont aucun facteur de risque, le vécu est extrêmement difficile. Il va y avoir probablement, il faut s'y attendre, des retours à domicile imposés aux familles et aux patients pour une fin de vie à domicile. Donc ça va être difficile. Avec, on espère, un suivi par des infirmières libérales qui vont être aussi extrêmement sollicitées et pour qui ça va être difficile. Déjà, il n'y a plus de visites
donc dans les structures collectives, les gens n'ont plus le droit d'avoir de visite. Il va y avoir aussi des récusations d'intubation, c'est-à-dire qu'on va donc décider de ne pas intuber, de ne pas mettre sous machine assistance respiratoire certains patients. Ce qu'on ne devait pas faire, ce qu'on nous a toujours recommandé de ne pas faire, c'est les annonces de décès par téléphone. On n'aura pas le choix de faire autrement. Il y aura donc des familles qui ne pourront pas voir le corps donc, après le décès. Et au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 20 mars, les obsèques sont limitées à 20 personnes. Il y a une question éthique importante aussi, c'est le travail en fait, des soignants à risque, donc qui ont déjà des pathologies sous-jacentes qui les exposent à des formes graves donc, de l'infection par Covid-19, ou alors des soignants qui viennent à l'hôpital mais qui ont chez eux, parmi leur entourage à la maison, des gens avec qui donc, ils vivent, même en confinement, mais qui ont des pathologies à risque. Ensuite, il y a aussi la question de savoir si les soignants infectés doivent venir travailler ou pas. Ça pose d'énormes questions, donc, notamment sur la possibilité de conserver un maximum de temps un nombre important de soignants. Et je vous avais dit, tous les soignants, c'est évidemment le préhospitalier, c'est les pompiers, enfin voilà, on a besoin pour beaucoup de gens. Alors, il y a des pièges dans la médecine de catastrophe. Le piège le plus important, sûrement, c'est la communication. Il y a deux notions qui peuvent être assez utiles à avoir. C'est la notion de leadership. Donc, le leadership, c'est la faculté de coordonner et de veiller justement au bon respect du protocole dont je vous ai parlé, le protocole pour la journée. Donc, le leadership, il doit donner des ordres ou des consignes ou des directions donc de travail claires et désigner qui doit faire quoi. Le followship, c'est le feedback, c'est-à-dire les personnes qui ont donc reçu des missions de travail doivent redonner donc au leadership le message qu'ils ont bien compris, ce qu'ils doivent faire, et aussi donc qu'ils l'ont exécuté. Voilà. Ensuite, dans les services, et notamment là actuellement dans les services qui accueillent donc tous les patients infectés par le Covid-19, il y a une tension énorme. Tout le monde a dans la tête la peur d'être infecté, la peur de perdre des proches, que ce soit les gens qui amènent les patients à l'hôpital, donc par exemple les pompiers, les ambulanciers, les gens qui travaillent à l'hôpital, tout le personnel soignant, et aussi les patients. Ils peuvent avoir peur pour eux, peur pour leur famille, parce que justement ils viennent à l'hôpital alors qu'ils sont infectés. Donc tout le monde est extrêmement tendu. Dans ce contexte-là, la communication peut être vraiment difficile. Et on a tendance donc à parler très vite et donc à s'adresser aux gens sans prendre la précaution de savoir s'ils peuvent nous écouter et s'ils peuvent recevoir l'information. Donc quelque chose probablement d'important, ça va être donc d'attendre la disponibilité de l'autre avant de parler. Sur des décisions importantes, par exemple, est-ce qu'on fait donc de la réanimation? Est-ce qu'on met en place une nouvelle consigne? C'est des choses qui vont perturber beaucoup les gens, qui vont être émotionnellement fortes. Je pense que c'est utile d'échanger avec d'autres personnes, avec d'autres collègues avec lesquels on travaille, avant donc de prendre des décisions compliquées et qui peuvent surtout déstabiliser un peu l'ensemble ou des patients ou du personnel soignant. En ce moment, la politesse, se parler poliment, se dire merci, s'il vous plaît, je crois que c'est vraiment important pour baisser la tension. L'humour, si on peut vraiment en avoir de temps en temps un petit peu, ça fait pas de mal, ça permet de détendre l'atmosphère. Et c'est important de continuer d'accueillir. J'ai entendu dire qu'il y avait un VSAV de pompiers donc dans des urgences qui avait été ils étaient arrivés avec un patient infecté par le Covid-19 et on a dit mais non, mais nous on peut pas vous prendre. Et ça a été extrêmement mal vécu. Donc ça a été vécu comme un rejet et du coup les pompiers ne savaient plus quoi faire. Je pense que le choix des mots c'est important à ce moment-là et surtout d'être dans une mission d'accueil et aussi alors qu'on est fatigué, alors que c'est difficile, alors qu'il y a une tension, alors qu'on parle beaucoup de choses graves, éventuellement de morts. Bien sûr qu'il y a la crise économique en plus qui s'applique, qui se rajoute. Un autre point important, c'est la banalisation ou le déni du risque. L'exemple que je prends, c'est les soignants qui iraient dans un incendie, dans un immeuble en flammes, sans protection. Alors, s'il s'agit de sa famille, de ses proches, pourquoi pas s'exposer à un risque? Mais là, en tant que professionnel, c'est extrêmement malvenu et comme on doit travailler et être là dans la durée,
Il ne faut pas qu'on s'expose au risque. Donc notamment, on peut s'imaginer que s'il n'y a pas de masque, s'il n'y a pas de gants, on ne peut pas donc prendre en charge sans gants, sans masque. C'est important aussi parce qu'on peut presque le faire volontairement ou sans s'en rendre compte, à force de travailler avec donc des gens infectés et de ne pas sentir de symptômes, on peut malheureusement s'exposer au risque par banalisation. La fatigue en plus, ça va augmenter ce risque. C'est-à-dire qu'on va en avoir marre peut-être de s'habiller, on va avoir marre de prendre des précautions et du coup on va exposer soi-même, peut-être sa famille et d'autres patients avec le Covid-19. L'inverse, ce serait la dramatisation et la peur. Et l'exemple, on a l'impression là de temps en temps qu'on parle du virus d'Ebola et non pas du Covid-19. Donc c'est un virus qui se transmet assez facilement et dont la mortalité en pourcentage est faible. Comme il concerne énormément de personnes dans le monde, ça fait beaucoup donc de personnes infectées et de personnes mortes. Mais 98% de guérison. Même si ces chiffres ils sont un peu peut-être faux, un petit peu approximatif, mais il faut continuer à travailler avec ça. Il faut continuer à travailler avec le 98% de guérison et la guérison attendue au 14e jour. C'est important pour nous, c'est important pour les patients aussi, de leur dire ça, qu'il y a la guérison qui est attendue dans 98% et au 14e jour. Après, il y a une surveillance à mettre en place. Il y a le problème des chaînes d'infos continues et j'ai entendu dire, je n'ai absolument pas les preuves, mais c'est pas grave, ça me parle bien, que si dans l'information qu'on reçoit chaque jour, il y a plus de 40% des informations qui concernent le Covid-19, ça va entraîner un syndrome anxio-dépressif. Donc oui, je pense que c'est important d'écouter Chopin, d'écouter plutôt FIP ou France Musique que BFM. L'autre piège de la médecine de catastrophe, quand il y a un afflux comme ça massif de malades et qui sont quand même mélangés à une autre population donc, qui n'est pas infectée par le Covid-19, c'est de faire qu'un tri, donc Covid, pas Covid, et à la fin, le pas Covid devient un diagnostic. Alors que non, il faut avoir un diagnostic pour les gens qui vont avoir de la fièvre, mais qui n'ont pas de syndrome grippal, ou pour lesquels on ne suspecte pas du tout une infection par Covid-19. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas que Covid. Voilà. Il faut donc envisager d'autres diagnostics dans les infections pulmonaires, dans les détresses respiratoires, que le Covid. 5 choses qui font du bien, ça va être déjà de faire descendre la pression et ça va être en fait un processus actif. On est tellement là, on est tellement haut, on est tellement agressé par l'angoisse, le souci qu'on peut se faire pour ses proches, pour soi-même, pour les patients, pour l'avenir de l'hôpital, pour l'avenir de la société et l'avenir du monde, que déjà, de base, sur une échelle de 10, je pense que dès le matin, on part à 5. Quand on arrive au travail, on est à 7. Et s'il y a une confrontation, quelque chose de difficile, on est à 9 ou on est à 10. Donc ça va être vraiment important quand on va se parler, quand on va donc s'adresser aux autres en tant que collègue ou en tant que patient, c'est de faire redescendre la pression. Mais ça va être des processus actifs avant de prendre la parole souvent. Donc, probablement que c'est... Je trouve que ça aide de prendre 2 secondes pour baisser l'intensité de sa voix et le débit de parole. Quand quelqu'un vous parle fort et vite, c'est agressant. Même s'il a quelque chose de très banal à dire. Et là, je vois que dans les services, de temps en temps, on se parle trop fort et trop vite. Et à la fin, en fait, ça n'aide pas à travailler. Le fait de prendre aussi 2 secondes, ça permet soi-même de faire redescendre et donc son intensité de crispation et ça va faire du bien. Pareil, quand on va avoir une demande un peu pressante ou qu'il y a une situation nouvelle encore qui se présente, je ne sais pas moi, quelqu'un de jeune qui arrive alors qu'on n'en avait pas encore vu, quelqu'un qui décède dans le service alors qu'on n'en avait pas encore vu, il va falloir faire attention à réduire son agitation psychomotrice. Pareil, c'est contaminant ça aussi et c'est stressant pour tout le monde. Et ce stress pour tout le monde, il est vraiment néfaste en fait au bon travail et à notre énergie et à notre bien-être, et y compris celui des patients. Je pense que quasiment maintenant tout le temps, quand on va demander quelque chose, quand on va être en interaction, par exemple à l'arrivée des patients aux urgences amenés par les pompiers, il faut rechercher une formulation moins agressive que celle qu'on aurait spontanément. C'est quoi encore ? Non. On ne peut pas vous accueillir. Non. Attendez. Là, il faut que je m'organise, il faut que je vois, je reviens.
Et ça va être bon aussi pour nous, pour la personne qui va parler, de se reformuler les choses plus doucement et plus pacifiquement. De faire attention à l'autre, comme toujours, c'est aussi faire attention à soi, et donc on en a vraiment aussi un bénéfice. Il y a aussi une notion qui est mise en pratique par les militaires, hein, surtout. Et donc, par exemple, c'était à Haïti, donc, où il y avait énormément de personnes blessées, des gens morts sous les décombres, puis aucun bâtiment debout, des gens qui avaient très mal, des gens qui avaient très peur, des gens qu'il fallait amputer avec des moyens médicaux extrêmement dégradés. Et 3 fois par jour, il y avait, alors que c'était un chantier énorme, à la fois, je dirais, donc de destruction et de prise en charge, et de soins aussi autant qu'on pouvait le faire, c'était de faire 3 points de situation, c'est-à-dire que à midi, par exemple, on se dit, on prend 5 minutes et on va faire le point. Donc, comment vont les équipes? Qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Et surtout, tout ce qui va bien, tout ce qu'on arrive à bien faire, tous les soins qu'on a pu apporter, les gens, les petites bonnes nouvelles, les petites bonnes anecdotes, ça va faire vachement bien à tout le monde, ça va être très important, ça va vraiment beaucoup nous aider. Il y a un point positif pour les soignants, il est peut-être un peu choquant, mais il est très important aussi pour nous, c'est de se dire qu'on va apprendre beaucoup avec cette épidémie, avec cette situation de catastrophe. On va apprendre beaucoup en médecine. Les infirmiers, ils vont apprendre beaucoup aussi dans leur métier de soins infirmiers. Et toutes les catégories de personnel vont apprendre beaucoup, à la fois donc dans les connaissances, parce que c'est une nouvelle maladie, c'est aussi une nouvelle façon de travailler, et dans la communication, en fait, pour pouvoir se parler encore plus. Une autre chose qui est différente du point de situation, c'est le débriefing émotionnel. Il s'agit en fait de prendre un moment, soit en fin de journée, soit après des situations qui ont été vécues comme difficiles ou senties comme difficiles, c'est de faire donc une pause et de rassembler les personnes qui ont été impliquées, donc, et notamment les étudiants, les jeunes soignants qui ont été impliqués, soit par un décès, soit une altercation, un afflux massif tout d'un coup, une situation un peu où on a l'impression d'avoir perdu un peu pied, et donc de pouvoir se retrouver et de ne pas faire un point technique, hein, c'est pas de dire pourquoi on n'a pas réussi à intuber, pourquoi on n'a pas réussi à perfuser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour nous et comment on l'a vécu, et maintenant comment on est. Et ça permet en fait de mettre en commun les difficultés qu'on a, là où on en est, de pouvoir craquer aussi si on en a besoin, et comme ça d'avancer en étant solidaire. Il faut vraiment faire attention de prendre ces pauses-là et de refaire le point sur où est-ce qu'on en est au niveau donc émotionnel et moral.